Bonsoir. L'école reprend en principe le 1er juin au Cameroun. On croise les doigts en espérant que d'ici là, nous aurons sérieusement avancé dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Et en tout cas, le gouvernement s'active pour faire en sorte que la reprise des classes se fasse dans le respect des mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Mais cette rentrée scolaire d'un genre bien particulier est perçue par quelques observateurs comme une fuite en avant des autorités publiques qui veulent tout simplement éviter de gérer une sorte d'année scolaire blanche dans notre pays. La reprise des classes en juin est-elle un problème? Comment cela va-t-il se passer concrètement? Question au ministre de l'Éducation de base. Le professeur Laurent-Serge Itoudingwa est sur le plateau d'actualité hebdo ce soir. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, Ibrahim Chérif. Alors, le 1er juin, c'est ferme, on reprend, quels que soient les cas? Probablement, on reprendra. Et c'est une décision du président de la République après analyse du contexte du Covid-19 dans lequel nous sommes, et sauf autre facteur de dégradation évidente, nous reprendrons les classes le 1er juin. Et le ministre de l'Éducation de base que vous êtes, on est à, on va dire, quelques 2 semaines, un peu moins même, de cette rentrée. Vous êtes serein? Je dois être serein. Alors je suis serein. Alors le gouvernement a-t-il eu peur d'une année blanche pour faire un peu le forcing de cette reprise? Bien, le gouvernement du Cameroun n'évolue pas dans un monde où il est seul. Je pense que les mesures qui sont prises ici n'ont pas été prises en concertation avec les États du monde entier. L'école reprend dans la plupart des pays également. Je ne pense pas que le président Biya ait fait une réunion avec les autres. Et je crois certainement que le moment a été évalué par rapport au début de cette pandémie, par rapport à son évolution qui est suivie au quotidien, et par le gouvernement et par le président lui-même. Donc je pense sincèrement que le chef de l'État n'a pas dit on reprend demain. Il a quand même donné une marge depuis qu'il a fait l'annonce de la reprise des classes. Et je pense également que tous les Camerounais sont témoins de l'évaluation qui est faite chaque semaine par le Premier ministre chef du gouvernement et son gouvernement. Et je crois que la date a été choisie au vu de tout cela. Alors le ministre, lui, il est serein. Et vos collaborateurs, aussi bien dans les services centraux que dans les services déconcentrés, notamment les chefs d'établissement, les surveillants généraux, les professeurs, les maîtres d'école, à ce niveau-là, quel est le pouls? Quelle est la situation? Je voudrais vous dire déjà, Ibrahim, que depuis que cette pandémie est arrivée, on dort parce que le besoin de dormir se fait sentir. Mais à proprement parler, on réfléchit, on travaille, et personne ne doit se dire surpris. Nous devons donc sereinement préparer cette rentrée, veiller à ce que les détails soient réglés. Il n'y aura aucun jour où il n'y aura pas de détails à régler. Même le jour de la rentrée, il y aura des détails à régler. Étant entendu que ce qui constitue les mesures barrières est aussi dans un certain niveau suffisamment matériel, le gouvernement va veiller à ce qu'il y ait le minimum de ce qu'on demande, et puis voilà, nous devrons aller à l'école. C'est-à-dire que le 1er juin, si l'école il y a, dans les établissements scolaires, on va avoir tout ce qu'il faut, aussi bien à Yaoundé qu'à Yokadouma. Bien, je voudrais être peut-être assez particulier dans cette réponse. Qu'est-ce que nous devons faire? Les enfants doivent avoir les masques. On doit respecter la distanciation. On doit arriver à l'entrée de l'établissement, on doit se laver les mains. On doit arriver à l'intérieur de l'établissement. Si on n'a pas lavé les mains à l'entrée, on doit les laver avant d'entrer dans la salle de classe. Et également, il y a un ensemble de mesures que les directeurs, les maîtres vont faire suivre aux élèves. Je crois que on le dit depuis des jours, depuis des semaines, ça va même faire bientôt 2 mois, on le dit, il est temps d'appliquer ça et nous y verrons. Et je pense que nous sommes d'ailleurs tous parents, ce sont nos enfants. Les instituteurs, les maîtres, comme vous avez dit, qui seront chargés d'encadrer ces enfants, ont aussi des enfants, donc c'est des parents qui vont encadrer leurs enfants. Et je pense sincèrement que, au vu de tout ce que ce Covid a causé depuis quelque temps,
et qui nous fait mal à tous et qui fait mal au monde entier, nous serons disciplinés pour respecter ces mesures. Professeur Laurent Serge Toundingwa, ministre de l'Éducation de base, vous restez avec nous tout au long de cette émission. Vous répondrez également aux questions que vous posent les internautes qui ont été rassemblées par Elvis Mbimba, des questions via Twitter, Facebook et CRTV Web. Actualité hebdo en son et en image ce soir, le regard des parents d'élèves et des enseignants sur la prochaine reprise des classes, la semaine politique et sociale de la rédaction, la fête nationale partant de Covid-19, le message à la nation du chef de l'État et bien évidemment le point de la lutte contre la pandémie du coronavirus, entre autres sujets qui seront développés par nos chroniqueurs tout à l'heure. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à Actualité hebdo. À tout de suite. Monsieur le ministre, alors, les enfants vont reprendre les classes. Ce sera pour certainement un mois. C'est pour aller faire quoi à la fin? C'est pour finir en bonne et due forme le programme qui leur était dicté pour l'année scolaire normale. Et pour ceux qui sont dans les classes d'examen, ce qui est le cas des élèves du ministère de l'Éducation de base, faire leurs examens certificatifs. Et le CEP et le First School Living. Le First School Living Certificate et aller en vacances après. Oui. Alors, est-ce que cela veut donc dire que les 2 premiers trimestres qui, on va dire, ont été consommés ont permis vraiment de faire le tour des programmes? Bien, je voudrais repréciser quelque chose que nous ne cessons de dire. L'année scolaire est évaluée en semaines. Et au jour d'aujourd'hui, au moment où le Covid-19 arrive, le 2e trimestre est à la fin. Et dans la plupart des établissements publics, dans leur ensemble, on compose. Et on arrête les cours quand on a fini de composer. On avait encore 1 semaine pour aller en vacances de Pâques, comme on les appelle. Globalement, il restait 6 semaines de classe. Et aujourd'hui, lorsque le chef d'État décide de mettre la rentrée au 1er juin, nous allons pour rattraper les 6 semaines de classe et aller aux examens. Voilà ce qui est réel. Il ne s'agit pas de venir juste pour composer, sinon on ne ferait pas 1 mois, 2 semaines, parce que les vacances sont prévues au mois de juillet. Donc on a tout le mois de juin pour aller à l'école. Il y a eu le téléenseignement que vous avez coproduit avec la CRTV, notamment le ministère de l'Éducation de base. Oui. Ça compte également dans, on va dire, cette année de classe-là? Bien, le téléenseignement reprenait ce qui était supposé être poursuivi. Et aujourd'hui, quand le chef de l'État décide que nous finissions en bonne et due forme l'année scolaire, c'est un remake. C'est-à-dire, nous reprenons ce que le téléenseignement a déjà fait, ce que les cours sur les plateformes numériques ont déjà été énoncés aux élèves, ce qu'également nous avons envoyé à tous les niveaux, au niveau des inspections d'arrondissement de chez nous, en direction des écoles pour les élèves, c'est-à-dire des cours typographiés, c'est-à-dire des cours modèles sur papier. Tout cela a déjà été fait. Donc, on ne surprend personne. À la fin, lorsque les enfants iront en vacances, c'est une année scolaire normale, surtout pour ceux qui sont dans les classes d'examen. Le téléenseignement, en réalité, c'était le 3e trimestre. Ce sont les cours du 3e trimestre. Qu'on reprend donc maintenant. Oui, on repart à l'école normalement. Pour dire les choses en vrai, le chef de l'État tenant compte du fait qu'il y a des zones dans son pays où on ne peut pas faire le téléenseignement, a voulu que les élèves du Cameroun soient jugés de manière équitable. C'est pour ça qu'il a réinscrit cette année scolaire, pour qu'on aille jusqu'au mois de juillet, c'est-à-dire rattraper ce qui aurait dû être fait au mois de mai. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous répondez à ceux il y en a qui en parlent là, au dehors, qui disent cette année, CEP et First School Living Certificate, ça va être cadeau? Je ne sais pas pourquoi ils disent que ça va être cadeau. Veulent-ils dire que les épreuves n'auront pas de niveau? Veulent-ils dire que... ça.
Ah non, je ne suis pas d'accord avec eux. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, vraiment, ces élèves, on va dire promotion, Covid, on s'en débarrasse très rapidement comme ça. Et M. Ibrahim Chérif, jamais, dans les annales scolaires du Cameroun, on a connu une année comme celle-ci. On a tellement pris soin de ces élèves, ces cours à travers les médias, ces cours typographiés. C'est la première fois qu'on le fait. Et pour le président de la République, ce n'est pas suffisant. Il nous renvoie à l'école à partir du 1er juin pour faire une année scolaire normale. Si c'est cadeau, c'est parce qu'on les aura tellement entraînés qu'ils sont très aptes. Bon, on verra bien si ce sera cadeau. Parce qu'ils auront des épreuves haut niveau. On ne va pas regarder que l'année a connu une perturbation. On va leur faire des épreuves comme si l'année avait été normale. Parce qu'ils ont eu les cours. Et ils auront les cours normaux et ils iront en vacances à la période où ils auraient dû y aller si l'année avait été normale. Monsieur le ministre, je vous propose, avant de poursuivre, d'écouter quelques parents d'élèves et enseignants. Ils réagissent à cette reprise des classes au micro de Franck Evina. Maintenant que les élèves ont appris qu'ils doivent revenir à l'école, je pense que c'est bien. Bon, nous nous préparons de telle manière à ce que, en revenant, que l'établissement soit doté de tout le matériel de lutte contre la maladie, notamment les seaux robinets, ils seront là, ils seront disponibles dès la rentrée. Les gels, nous aurons aussi de l'eau de javel et tout ce qu'il faut pour que lorsque les élèves reviendront, qu'ils trouvent que les salles de classe ont au préalable été désinfectées pour les accueillir et tout sera prêt pour que nous puissions accueillir nos enfants. Nous avons le personnel suffisant, nous avons également des salles de classe suffisantes. Nous allons prendre les vagues de 25 et nous allons affecter les enseignants pour que les enfants soient encadrés. On doit faire que les enfants aient le masque, le gel doit se laver la main pour entrer au centre d'établissement. On ne peut pas non plus dire qu'on laisse l'école tomber, il faut sauver aussi l'école. C'est une maladie que je pense qu'on doit seulement vivre avec. On n'est pas sûr que de ces 2-3 mois, ça va finir. Entre-temps, il faut vivre. Le ministère nous a déjà donné des éléments pour que nous puissions reprendre normalement les cours. Vous voyez que maintenant, nous n'allons plus faire des cours comme à l'avant. Les préparations sont maintenant réduites et nous allons aussi nous efforcer à nous arrimer à la donne, afin qu'on ne puisse pas dire que chez nous, ici, nous sommes aussi en déphasage avec les instructions ministérielles. Et cela nous permet également, parce que vous voyez que les enfants, on ne peut pas bien les maîtriser, mais avec les instructions ministérielles que nous avons reçues, nous allons les mettre en application pour que les enfants soient bien suivis et pour qu'il n'y ait pas de cas à détecter dans notre école. Je loue les efforts de l'État qui, nous le constatons tous, fait tout le nécessaire pour que nous puissions ensemble combattre ce virus. Et au même moment, penser par exemple aux enfants qui sont à la maison et qui doivent donc aller à l'école. Donc pour moi, j'émets un avis favorable. Les enseignants doivent se baser sur les enseignements qui les convainquent que pendant les examens, ces éléments vont ressortir. Et il faut à tout prix que les enfants puissent maîtriser ça pour qu'ils ne ratent pas leurs examens de cette année. Monsieur le ministre, ça n'arrive pas toujours comme ça, mais là, vous avez carrément le soutien de la population pour cette décision de faire reprendre les classes le 1er juin. C'est plutôt, ça galvanise. Bien, je suis heureux d'entendre ça. Je voudrais déjà vous dire que cette décision du chef de l'État, elle est prise parce que le chef de l'État a l'écoute de ses citoyens et ce problème du Covid-19. De mémoire de membres du gouvernement, je n'ai jamais vu une telle interaction dans le gouvernement. Il ne se passe pas un jour
depuis que ça s'est déclenché, sans qu'il y ait une réunion sectorielle, sans qu'il y ait une réunion technique. Et je pense que les décisions qui sont prises quand une évaluation profonde est faite. Et globalement, nous avons à les mettre en application. Et je l'ai dit à l'entame de l'émission, je voudrais dire tout simplement que cette histoire nous concerne tous. Nous sommes tous parents, nous sommes tous Camerounais. Ça n'épargne personne. Nous devons donc être tous sur la même longueur d'onde pour combattre cette pandémie. Et je suis heureux que les parents, au fin fond de leur lieu de résidence, l'aient compris. Et nous souhaitons qu'ils continuent à comprendre, qu'ils restent mobilisés pour nous accompagner également lors des diverses phases de cette reprise jusqu'aux examens et jusqu'à la mise en congé. Alors, au niveau de l'application des mesures barrières, est-ce qu'il n'y a pas une crainte d'avoir une sorte de 2 poids 2 mesures? C'est-à-dire que mesures barrières appliquées strictement en ville, comme on dit, et au village de façon un peu plus difficile? Bien. Vous avez entendu un parent parler, mais ceux qui sont au village ont reçu les mêmes instructions. Il y a les relais. Si nous prenons le ministère de l'Éducation de base, nous avons les délégués régionaux avec leurs collaborateurs. Certains sont des inspecteurs qui sont là pour voir si les choses se passent bien. Nous avons les délégués départementaux qui ont les mêmes instances à leur niveau. Nous avons au fin fond du pays les inspections d'arrondissement avec du personnel. Ensuite, nous arrivons à l'école avec les directeurs d'école et leur staff. Donc, globalement, tout a été bien évalué, bien ciblé. Et je voudrais jusque-là, je ne suis peut-être pas épidémiologiste, sur le terrain au moment où on parle, je voudrais dire juste là que cette pandémie, elle est très fréquente, très présente dans les villes. Et que jusqu'alors, nos villages sont suffisamment épargnés. Et la nature facilite cela. Il n'y a pas le vecteur le plus important qu'on connaisse, c'est-à-dire l'homme. Il n'y a pas un surnombre dans les villages. Vous me direz, il y a des villages peuplés, mais il faudrait que quelqu'un puisse porter ça. Au village, on est quasiment confiné. Voilà, on est confiné. Et je pense que les écoles de village que je connais, bien parce que j'ai visité un certain nombre de villages, ce n'est pas des écoles surpeuplées. J'ai été dans le sud, dans la Mifouakonon, dans le Fundi, parfois en mission pour autre chose, je regarde. Nous n'avons pas beaucoup d'écoles qui dépassent le cap de 200, 150 élèves. La moyenne, c'est parfois dans certains villages 80, 100 élèves. On a eu à se plaindre, à dire, par exemple, à suggérer au président de la République, avec tant d'écoles où il n'y a pas de population, il vaudrait mieux peut-être les fermer et les convoyer vers des zones où il y a d'autres écoles qui peuvent faire un total tel que l'UNESCO demande, c'est-à-dire avoir 150, 200 élèves. Et je pense, le chef de l'État, sa réponse, c'est que si les gens de ce village-là ont déjà leur école doit rester. Nous devons faire un effort pour envoyer des maîtres. C'est pour ça qu'on en recrute à l'appel. Parce que si on rassasse... Ne pas amener les problèmes de la ville au village. Voilà, exactement. Donc, pour nous résumer, au village, on est un peu plus épargné par les affres de ce Covid, parce que les échanges sont réduits et nous pensons également que le poids démographique là-bas est assez faible pour faire une extension véritablement alarmante de la maladie. Monsieur le ministre, alors, il y a tout ce qu'il va falloir acheter pour respecter ces mesures barrières-là. Les masques, les seaux robinets, les bouilloires, etc., etc. Qui paye? Bien, le Premier ministre a été clair. L'administration, le gouvernement paye le matériel. Les masques ont été laissés à la diligence des parents. Vous savez, c'est quelque chose d'assez intime aussi. Ce qui va sur votre corps, votre père peut vouloir que vous ayez quelque chose de plus adapté pour vous, parce que ce qui vient n'est pas à la page. Bon, on a laissé les masques au choix des parents. Ils doivent payer les masques
de leurs enfants. Deuxièmement, il y a sûrement des gens qui ne pourront pas. Et ces gens qui ne pourront pas, le chef de l'État a ordonné, le Premier ministre l'a répété, que l'administration fournira ces masques. Je ne peux pas vous dire ce qu'on est en train de faire partout. C'est des commandes, ça n'a pas été prévu par le budget, mais il nous a été chargé de trouver le budget. On nous a même donné des pistes comment trouver ce budget dans nos budgets. Et nous allons le faire. C'est la fameuse inventivité dont parle le chef de l'État. Ah, il faut être plutôt créatif. C'est lui qui l'a aussi dit. Monsieur le ministre, nous allons faire une deuxième halte dans cette émission pour parler de la semaine politique de la rédaction, fortement marquée par le message à la nation du chef de l'État et aussi la 48e édition de la fête du 20 mai. Une fête du 20 mai bien spéciale, on va le voir. Et après cela, nous reviendrons à vous et nous parlerons des questions que vont vous poser les internautes. Voici Séverin Alégambili. La prise de parole inhabituelle du président de la République un 19 mai reste inévitablement le fait politique majeur la semaine qui s'achève. Le président Paul Biya a choisi la veille de la commémoration de la fête de l'unité pour s'adresser à la nation au sujet de la Covid-19. La première chose que je voudrais vous dire en ce jour est de ne pas céder à la panique. Le défi est certes grand, mais nous sommes capables de le relever ensemble, comme nous l'avons fait en de nombreuses autres circonstances. Je veux aussi que vous sachiez que le gouvernement, sous mon impulsion, fait le maximum possible pour nous sortir de cette grave crise sanitaire. Le combat est loin de s'achever. Le président de la République appelle à l'union sacrée face à la maladie à coronavirus. Vous l'aurez compris, il nous faudra beaucoup d'efforts pour mener la lutte contre le Covid-19, qui peut devenir une menace à la stabilité de nos États. Dans cette période difficile, nous devons rester un peuple uni, solidaire et discipliné. Un discours rassurant pour ceux qui ont pris la peine de l'écouter entre les lignes. Le chef de l'État a utilisé cette occasion pour demander aux Camerounais de tout faire pour qu'on puisse gagner la guerre. Donc je crois qu'il est important de suivre les instructions du chef de l'État et savoir qu'il suit ces sujets, qu'il suit ça depuis très longtemps. Je pense que c'est bien que le président ait choisi le jour de la fête de l'unité nationale pour lancer cet appel à l'union sacrée qui doit exister aujourd'hui pour venir à bout de cette pandémie. Vous savez que j'ai été moi-même victime de cette pandémie. Un discours porteur d'espoir. Le Cameroun est bel et bien gouverné. Tout le monde attendait le président à parler, mais avant de parler, le président a pris toutes les actions nécessaires par son Premier ministre. Et je pense que ces discours viennent juste pour ajouter à ce que le président était en train de faire. Je dirais pour ma part qu'il confirme sa volonté de protéger le peuple camerounais. Les mesures de régulation sociale ont amené les autorités à annuler cette année les manifestations publiques habituelles à l'occasion du 20 mai. Toutefois, dans les casernes militaires, on a assisté à la cérémonie de levée de couleurs, par respect aux symboles et emblèmes nationaux. Le 20 mai 2020 a donné l'occasion aussi de réfléchir sur le fondement même de cette date historique. À partir de 1962, on a observé l'un des moments qui préfigurait déjà l'État unitaire. On observa la création d'un groupe parlementaire unique. Et puis les choses vont s'accélérer en 1966 avec la mise sur pied du parti unifié, l'Union nationale camerounaise. Pour le Palais de l'Unité et le gouvernement de la République, la lutte contre la Covid-19 reste un sujet de préoccupation. La mobilisation sociale qui accompagne la riposte gouvernementale, comme on l'a vu, avec le maire de la ville de Yaoundé, qui a remis un don de matériel aux 7 communes d'arrondissement, est un signal fort de l'appropriation du combat par les populations. Alors, Monsieur le ministre, le discours, le message à la nation du président de la République ce 19 mai, vous l'avez suivi comme tout le monde. Commentaires, réactions? C'est un message qui avait une pédagogie
à nul autre pareil, qui s'est concentré sur ce que nous vivons et où l'importance du travail en commun, de la réaction commune a été évoquée par le chef de l'État. En pédagogue, le chef de l'État nous a dit ce qui est fait, ce qui doit être fait et comment nous devons le faire. Il a demandé aux Camerounais de rester mobilisés, de continuer à garder la sérénité. Parce que si on n'est pas serein, on ne peut pas réagir face à une pareille menace. C'est un discours d'unité et un discours d'intégration que le président a délivré aux Camerounais. Monsieur le ministre, place donc aux internautes. C'est des questions qu'ils vous ont posées et que je vous pose en étant un peu leur porte-parole. Il y a alors Dachoua Rodrigue Loïc qui dit « Est-il judicieux de reprendre les cours au regard de l'actuelle évolution exponentielle de la contamination, les enfants étant des porteurs sains ?» Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais vous voyez à peu près de quoi il est question. Bien, je pense que tout cela a été évalué. On devrait reprendre l'école. Et je demanderai à M. Dachoua si la pandémie perdurait. Qu'est-ce qu'on ferait? On va tout arrêter. Rakat Abdul dit « Comment mettez-vous en œuvre le respect de la distanciation sociale et des règles d'hygiène dans les salles et les établissements scolaires ?» Vous en avez parlé tout à l'heure. J'en ai déjà parlé. Il y aura ce qu'il faut. Et je voudrais lui dire que nous irons à l'école par classe de 25 élèves. Quand il sait combien d'élèves il y a souvent dans une classe, il comprendrait tout de suite que nous aurons suffisamment d'espace. Francis Lekini dit « Quelles sont les garanties que vous apportez aux parents d'élèves sur la sécurité de leurs enfants dans les établissements ?» Cette sécurité, nous l'assurons, le parent et nous. Donc, cette sécurité, elle doit être là, sinon on ne parlerait pas de toutes les mesures énoncées par le chef de l'État. Le même Lekini dit « Les programmes n'ayant pas été achevés dans les classes intermédiaires, comment combler le vide important dans la formation de ces jeunes ?» Là également, vous... Il y a deux choses. Premièrement, il y a des cours modèles pour ces enfants-là. Ensuite, il y a globalement prévu dans la reprise de l'année scolaire prochaine 2 semaines où on va faire les révisions de ce qui n'aura pas été complètement fait au 3e trimestre. Donc vous nous rassurez, en réalité les enfants ne perdront rien finalement? De toutes les manières, ils ne perdront rien du tout. Hervé Basse, avez-vous prévu la désinfection des écoles avant la reprise des cours? C'est une mesure prescrite par le chef de l'État. Il ne faut pas voir la désinfection à grande échelle comme elle est faite dans les villes. Dans les villages où il y a des écoles, ces écoles-là, on va aller les désinfecter dans la mesure de leur taille également. Ben Rodrigue Ndam dit « Y a-t-il possibilité de pérenniser la collaboration avec la CRTV et créer ainsi une 4e chaîne de télé publique dédiée au téléenseignement ?» En fait, faites-nous un peu l'évaluation du téléenseignement avec la CRTV. Je voudrais dire que le Premier ministre verra la nécessité. Le problème lui a été posé, vous savez, il y a les canaux administratifs. Absolument. Et nous verrons. Si c'est pour l'intérêt des Camerounais, le chef de l'État, surtout de la jeunesse, il n'hésite jamais là-dedans. Mais on constate quand même qu'au niveau de la population, ça a été fortement apprécié. Au début, j'ai eu à l'évaluer. Au début, il y a eu des interrogations, il y a eu des inquiétudes. Au fur et à mesure que le temps passait, tout le monde se mettait d'accord petit à petit. Et à la fin, c'était un sentiment de satisfaction générale. Et on en redemande la preuve. Et je pense qu'on fera tout pour que cette activité-là, qui est une activité qui va avec la modernité, soit également une activité exercée au Cameroun à plein temps. Cédric Nwatchok dit « Pourquoi ne pas cumuler les résultats des 2e trimestres pour le CEP et First School Living Certificate? Ces enfants comprendront-ils la nécessité du port du masque ?» Bon, on mélange un peu deux choses. Je voudrais d'abord dire que la nécessité du port du masque, c'était une école qui a commencé très tôt. Et même à la maison, lorsque les enfants sortent aujourd'hui, on leur met les masques. Et vous allez être surpris, les tout jeunes, ils adorent ça.
Quand ils voyaient ça sur les écrans de télévision ou sur leur smartphone, ils voyaient ces masques-là. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils en font usage. Deuxièmement... Sur le CEP et le First School Level. Sur le CEP, on ne pouvait pas évaluer. Il faut composer. Il faut composer, c'est des examens certificatifs. Bon, les évaluations en classe ou hors de la classe ont quelque chose d'aléatoire. Mais l'examen certificatif, l'étudiant est livré à lui-même face à son épreuve. Dallas de First, des parents subissent les effets du ralentissement économique dû au Covid-19 et ne peuvent achever le paiement des frais dans les établissements d'enseignement privés. Que faire? Bien, les divers ordres de l'enseignement privé sont également au fait de ce problème. Ils l'ont posé au gouvernement. Bon, ils se concertent d'abord et ensemble, on verra ce qu'il y aura à faire. Mais pour l'instant, personne n'a appelé la pandémie et tout le monde subit les effets. Il faut lever le pied, il faut être indulgent. IFU urbain. Est-ce qu'après chaque leçon, la salle de classe sera désinfectée? On enfonce encore le clou. L'exposition des enseignants qui seront au quotidien au contact avec les enfants issus de différents lieux est-elle prise en compte? J'imagine que ce IFU urbain doit être enseignant. De toutes les manières, si on a désinfecté les salles de classe, les enfants viennent des familles. Si les mesures sont respectées dans les familles, il est évident que les enfants n'iront pas contaminer les salles de classe. Absolument. Sauf s'il nous dit que dans la salle de classe, quelqu'un viendra avec un tuyau et va asperger la salle de classe de virus. De toutes les façons, ces mesures que nous prenons sont des mesures de protection qui doivent être prises, même si l'on n'est pas sûr que le virus soit là ou pas. Donc nous pensons très sereinement que on n'a pas arrêté le travail. Les gens travaillent avec ces mesures. Et autant que nous sachions, nous n'avons pas appris que dans toutes les structures où les gens travaillent depuis peu de temps, depuis que ce Covid-19 est arrivé, les infections font rage dans les bureaux et font rage dans les structures. On va essayer de prendre des mesures véritablement efficaces et ces mesures vont à l'éducation des enfants, à respecter les mesures barrières, à respecter les mesures d'hygiène. Parce que c'est ça, l'hygiène traditionnelle qu'on nous recommande depuis Mathusalem. Nous allons essayer de faire implémenter ça le temps que dureront le mois, 2 semaines qu'ils passeront là-bas. Et nous n'allons pas nous arrêter. Ils iront en vacances. Il faudrait qu'ils continuent à implémenter ces mesures à la maison comme ils le font actuellement. Ils sont en vacances. Et on regarde déjà la prochaine rentrée que le chef de l'État a fixée à octobre prochain. Ngando Olivier, première question. Que fait-on d'un élève suspect au Covid-19 à 100 km d'une capitale régionale, les hôpitaux de district n'étant pas des centres de traitement? Alors, si par malheur, il arrive que quelque part... Nous avons des autorités, je vous ai parlé des délégués et tout, ils feront tout pour que cet enfant aille là où il y a le centre d'accueil, pour qu'il soit pris en charge. On prend en compte le fait que ça pourrait arriver. Oui, on n'est pas dans un monde clos. Un virus peut arriver là-bas, on ne sait pas comment, il peut quand même arriver. Toujours du même Ngando Olivier, un dispositif pour intervenir dans les établissements pour les différents cas possibles est-il envisagé? Qu'on couvre d'abord les régions comme cela est en train d'être fait, les départements, et on ira dans les arrondissements pour qu'on voit si les villages un jour pourront être couverts par le dispositif. Mais je voulais tout simplement dire, parce qu'il a l'air d'être quelqu'un déjà d'une certaine maturité, que tout ce que nous faisons là, sur le plan purement technologique et financier, c'est assez lourd, c'est cher ce qu'on fait. Et il voit à la télé le dispositif en place, ce n'est pas des tables qu'on a placées comme ça, on vient s'asseoir. Il faut des appareils, il faut des équipements, il faut des combinaisons pour ceux qui travaillent. Donc c'est quelque chose de lourd qu'il prie d'abord pour que toutes nos régions en soient dotées comme le chef de l'État a demandé, et on est en train de le faire, que cela descende dans les départements et que demain ça descende dans les arrondissements. On verra si ça pourra atteindre un jour les villages. Ça, c'était le dernier internaute. Mais Monsieur le ministre, en revenant à nos questions, à nous, est-ce que le fait qu'on soit aussi concentré sur la lutte contre le Covid-19, dans le secteur éducatif, bon, il y a eu le téléenseignement, il y a un certain nombre de mesures qui vont être prises pour la reprise des classes, ça ne vous bouffe pas suffisamment de temps pour que vous ayez encore le temps de vous occuper d'autres choses au ministère?
Je voudrais tout simplement dire que c'est une situation exceptionnelle qui est arrivée. Et tout ce que nous vivons, c'est parce que ni le microbe que nous sommes en train d'apprendre, d'étudier aujourd'hui, ni ses effets, ni les mesures à prendre ne sont encore définitivement au point. Quand la connaissance scientifique du virus sera faite, quand ses effets, c'est-à-dire sa physiologie, son fonctionnement, seront maîtrisés, et quand on aura trouvé les remèdes pour le soigner, un vaccin pour préserver, bon, les choses redeviendront normales. Mais pour l'instant, le Covid est une urgence. Et nous devons appliquer le traitement des urgences parce qu'il fait mal, il fait très mal. Il faudrait tout faire pour atténuer ses effets. Et après, on va reprendre une vie normale. Mais je voudrais aussi vous dire que le chef d'État y tient. Vous avez entendu le rappel à l'ordre des fonctionnaires qui, quand le Covid est arrivé, certains, à force de dire de ne pas être nombreux dans les bureaux, ils sont partis. Ils sont partis où ils étaient à la maison laxiste. On nous a demandé de reprendre du travail. Cela veut dire qu'il y a une progression vers une stabilisation de cette situation-là et ensuite une progression vers une amélioration et les choses redeviendront peut-être pas comme elles étaient avant. Nous vivrons avec certaines mesures qui sont aujourd'hui nécessaires pour que nous continuions à mener les activités comme cela a été le cas. Bref, je voudrais tout simplement dire que les activités normales de l'État fonctionnent. Alors, il y a donc cette urgence Covid-19, mais en même temps, quelques semaines ou quelques jours avant, vous avez signé avec la Banque mondiale une convention, si on peut, pour le recrutement de maîtres d'école, notamment dans les zones rurales. Alors, avec toute cette urgence-là, justement, ce genre de dossier-là, on le met sous le boisseau en attendant. Non, prenez votre mal en patience. Je suis sûr que dans quelques jours, c'est-à-dire ça arrive, nous aurons le résultat de ce recrutement. Au moment où nous parlons, il a été examiné par les services du Premier ministre parce qu'on ne fait pas du n'importe quoi. Il y a les conditionnalités, il y a les critères de choix et il y a surtout l'objectif qui est de maintenir en poste les enseignants que nous recrutons. Parce que le plus gros problème que nous avons, c'est l'inaccommodation des enseignants qu'on recrute avec les conditions écologiques et de vie des zones où on les affecte. Et une des solutions serait recrutement local. Voilà, un recrutement pour que les gens essaient de travailler chez eux, pour qu'on ait une base, que les gens ne désertent pas. Parce que si vous êtes, par exemple, du littoral, vous avez une commune façon de vivre. Par exemple, les habitudes alimentaires et autres sont les mêmes. Et si on vous déplace et on vous amène là où vous ne pouvez pas les pratiquer, ça, il faut vous adapter à votre nouveau régime alimentaire. C'est tant de choses. Et le Cameroun, diversifié comme il est, vraiment a besoin que l'on stabilise un peu plus ceux qui sont dans leur région, dans les régions, pour faire la base. Et on verra, on pourra affecter les gens comme cela a été fait jusqu'alors, sans beaucoup de succès, parce que, je vais vous donner un exemple, le ministre de la fonction publique, par un recrutement ordonné par le président de la République, a permis le recrutement de 1000 enseignants. Nous les avons déployés. Au moment où nous parlons, nous avons pratiquement 42% qui demandent à être redéployés dans d'autres destinations. Bon, nous ne pouvons pas gérer ça comme ça. Cela veut dire en clair que nous devons trouver une solution pour que nous puissions les stabiliser. Les jours à venir, nous dirons, le Premier ministre nous donnera les orientations. Donc on gère le Covid, mais on gère également les dossiers chauds du ministère. On gère les dossiers chauds du ministère. D'ailleurs, les résultats sont là au quotidien. Monsieur le ministre, la lutte contre la pandémie du coronavirus occupe toujours les devants de l'actualité sociale au Cameroun. Voici notre semaine sociale déroulée par Franck Evie. Cache-nez bien fixé, puis immersion dans le monde des commerçants pour la distribution du don présidentiel. L'exercice a été effectué cette semaine par le sous-préfet de Yaoundé 1, Cosmas Nama. Tour à tour, les marchés du Mfundi, des Toudi, des Liguédois et de Messassi vont accueillir la caravane de solidarité initiée par le chef de l'État pour barrer la voie au coronavirus. Une dynamique d'aide aux couches vulnérables qu'épouse également la communauté urbaine de Yaoundé. Ici, au-delà du matériel de protection offert, on a lancé une campagne d'assainissement des lieux de grande fréquentation.
C'est la poursuite de la campagne de mise en œuvre des mesures barrières préconisées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. En dehors du matériel de protection, il y a donc une opération de désinfection de tous les marchés et les gares routières. Parallèlement, les amis du Cameroun lui viennent aussi en aide. Cette semaine, l'ambassadeur de Chine à Yaoundé, son Excellence Wang Yiwu, est allé remettre au ministre des Relations extérieures 15 000 masques de protection et des thermoflash. Un don, signe d'une coopération sino-camerounaise qui demeure sur la bonne voie. Bonne voie, comme le partenariat public-privé qui a de nouveau emprunté cette semaine un virage décisif dans l'amélioration des infrastructures routières. On annonce la construction de 14 postes de péage automatique sur certaines routes du Cameroun. Le contrat relatif a été signé en visioconférence, d'une part par les ministres camerounais des Travaux publics et des Transports depuis Yaoundé et d'autre part par le représentant du directeur général du groupe Fayat depuis Paris. Les forces de l'ordre face au pari de la veille sécuritaire dans les écoles. Alors qu'on annonce la reprise des cours pour le 1er juin prochain, la compagnie de sécurisation des établissements scolaires et universitaires intensifie la traque des délinquants à l'intérieur et aux alentours des temples du savoir. S'il est anormal qu'on reprenne l'école, on vient, on ne trouve pas les tables, bancs, on vient, on ne trouve pas les fenêtres, on vient, on ne trouve pas les salles de classe sont occupées par les gangs de malfrats. On fait des tours au moins dans 50 établissements tous les jours. Un autre combat, cette fois sur le plan culturel, aura marqué cette semaine sociale. À l'occasion de la Journée internationale des musées, le patrimoine national était en vedette. Les musées se réinventent constamment pour devenir toujours plus interactifs, privilégiant leur communauté, axés sur les publics, flexibles, adaptables et mobiles. Des mots comme une ode à l'histoire contenue dans ces objets exposés dans la 50aine de musées que compte le Cameroun. Monsieur le ministre, alors il y a donc le coronavirus, mais comme on dit, il y a le quotidien même au niveau du ministère de l'Éducation de base. Alors, vous êtes arrivé dans ce ministère, on a dit qu'il faut améliorer la qualité des enseignements au niveau de nos écoles primaires et peut-être même de la maternelle. Où est-ce qu'on en est avec ce dossier-là? Est-ce qu'il est véritablement pris à bras-le-corps? Bien, nous sommes en train de mettre en application les nouveaux curricula qui ont été élaborés par le gouvernement depuis pratiquement 5 ans et demi. Quand je suis arrivé, cette application présentait quelques difficultés. Nous les avons présentées au Premier ministre chef du gouvernement qui a demandé que nous n'appliquions pas intégralement les nouveaux curricula. Pourquoi? Parce qu'il fallait former les maîtres dont les méthodes pédagogiques n'étaient pas en adéquation avec les nouveaux curricula. Et aujourd'hui, cette formation avance. Nous avons de plus en plus de maîtres formés aux nouveaux curricula et les nouveaux curricula sont enseignés. Mais la méthode que nous avons choisi d'aller année après année est efficace. Jusqu'à maintenant, depuis le début de cette année scolaire, nous n'avons pas de plainte. Mais est-ce que l'école camerounaise se conforme véritablement aux critères édictés par l'UNESCO? Monsieur Chérif, moi je vais vous surprendre. Les Camerounais aiment parler de ce qui se fait au Cameroun ici, sous l'angle critique. Je suis d'accord pour la critique. Elle nous aide à nous améliorer. Mais je voudrais quand même vous dire que notre pays est parmi les leaders dans ce domaine-là en Afrique. Vous vous souvenez, l'année dernière, nous sommes allés au Lesotho recevoir un prix qui avait été décerné au président Biya par cette organisation mondiale qui en Afrique s'appelle AFTRAD. C'est l'association des enseignants du monde. Tous les pays sont représentés. Et la branche africaine est adoubée par l'OUA. D'ailleurs, c'est le secrétaire à la science, à l'éducation, qui est camerounaise d'ailleurs, Madame Agnan, professeur Agnan, qui était représenté le secrétaire général, le président de la commission de l'Union africaine, je veux dire. Et le Cameroun est en Afrique le pays qui forme le plus d'enseignants, tous niveaux confondus. Et ces enseignants s'exportent. J'étais au Lesotho, le doyen de la faculté des sciences de l'université de Massillon
est une Camerounaise qui n'avait pas pu être recrutée. À l'époque, j'étais au comité consultatif des institutions universitaires. Elle n'a pas pu être recrutée parmi les assistants d'il y a quelques années. Elle y est allée et sa compétence a fait qu'aujourd'hui, elle est doyenne dans cette université, bien que camerounaise. Et je voudrais dire que des exemples comme ça sont légion en Afrique du Sud. Mais est-ce qu'on ne pose pas ce problème-là parce que, pour ce qu'on pourrait appeler la partie visible de l'iceberg ici au Cameroun, c'est ce qu'on voit dans nos écoles, notamment en ville, les sureffectifs. Et sur la base des sureffectifs, on se dit « ah, la qualité ». Bien, nous l'avons évoqué tantôt avec les enseignants. Il y a sureffectif des élèves en ville, il y a sureffectif des enseignants dans les villes. Et je voudrais vous dire que l'objectif de stabilisation des enseignants dans leurs écoles est une politique que le chef de l'État a déjà structurée avec le concept de l'école moderne. Cette école moderne veut que dans les villages, on construise les logements d'astreinte pour que ceux qui viennent ne viennent pas dire qu'ils n'ont pas où habiter. Mais essayez d'évaluer le coût. C'est des milliers d'écoles que nous avons au Cameroun. J'ai dit tantôt que nous avons le pays qui forme le plus de maîtres, mais c'est curieux que nous disions encore qu'il nous manque des maîtres. Cela veut dire en clair que c'est vrai qu'on forme des maîtres, mais également que nous avons beaucoup d'écoles. Et si les moyens, nous les avions comme les gouttes de pluie, nous n'aurions pas de problème. Il faut payer ces maîtres-là. Nous sommes en train de recruter, vous l'avez dit, et nous allons le faire sur 4 ans, bon, 3000 maîtres. Mais comment peut-on penser que nous ayons autant de diplômés formés? Parce que sur les 3000 maîtres que nous recrutons, nous avons eu 36 000 candidatures. 36 000 avec le diplôme de l'école normale, le CAPIEM. Cela veut dire en clair qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas sur le plan de la qualité des enseignants ou des enseignements que nous avons un problème. C'est d'abord le problème des infrastructures qui doivent nous permettre d'encadrer la nombreuse population qui explose. Parce que notre démographie est galopante. Nous avons aujourd'hui au Cameroun près de 60%, ils sont des jeunes. C'est beaucoup. Et nous pouvons essayer aujourd'hui, comme le fait le président de la République, de mettre en place des réformes. Parce que quand je parle d'école moderne, bon, il y en a déjà. On a aimé les écoles japonaises, mais elles n'ont pas été suffisamment construites partout. Si les Japonais construisent, pourquoi pas nous-mêmes? Et le chef de l'État a donné son accord pour que nous commencions à construire ces écoles modernes. Dans le budget 2019, de 2020, nous avons 4 écoles modernes. On veut d'abord voir comment elles sont. On a une à Douala, dans le Vouré, à Bonabéry, dans une zone qui a une occupation sauvage, où les enfants n'ont pas d'école. Nous sommes allés voir ce que un de vos confrères Equinox avait présenté. Je suis allé voir sur place une école que les parents ont essayé de mettre vite en demandant qu'on leur envoie des maîtres. Bon, nous allons la construire moderne, avec des bâtiments modernes, gymnases, bâtiments d'astreinte pour les enseignants. Et où nous avons les environs de Yaoundé dans la zone de Soie. C'est aussi occupation sauvage. On va mettre une école moderne à ces endroits-là aussi. Nous avons la zone d'Ahala, quand vous allez, on vous montre les photos ou encore les images de certaines écoles d'Ahala. Tout cela, Monsieur le ministre, vous en parlez, le parent de Yokadouma ou de Kousseri vous entend? Ben oui, mais nous construisons à Touboro. Nous construisons à Touboro. Je voudrais vous surprendre en vous disant que nous sommes au fait de toutes ces informations. Il ne se passe aucun jour sans que ses parents, à travers leurs autorités, ne touchent le président de la République. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie ça. Touboro est probablement la ville qui a le plus fort quota d'élèves dans le pays. Des écoles qu'on montre à la télé, les gens sont sous les arbres et autres. Bon, le chef de l'État a demandé qu'on aille à Touboro faire cette école moderne-là. Première vase, c'est ça. Mais chaque année, il y en aura. Monsieur le ministre, alors, on revient encore au coronavirus et à cette rentrée prévue le 1er juin. Vous l'avez dit en début d'émission, vous êtes serein. Les parents que nous avons entendus tout à l'heure sont pour qu'effectivement cette école-là y aille. Cette école, on l'a fait comme ça. Est-ce qu'on sort de
cette situation-là sans tirer les leçons pour demain? Les leçons pour demain, nous les tirons tous. Quand je dis que nous sommes sereins, moi je ne vois pas le président de la République serein quand les Camerounais ne veulent pas être sereins ou ne sont pas sereins. On tire les leçons dans la modernisation, on tire les leçons... On n'a pas entendu le coronavirus. Quand je vous parle du concept d'école moderne que le chef de l'État nous a prescrit, ce n'était pas encore le coronavirus. On a mis en place les premiers budgets pour ces écoles modernes-là. Cette année, c'est 2 milliards. On a mis ça sur pied quand le président de la République n'avait pas encore abordé les réactions contre le Covid-19. C'est une politique qui est une politique de réformes liées aux situations que le pays rencontre. Et le chef de l'État, comme il le dit, il faut être inventif. Dès qu'on a une nouvelle situation, il faut qu'on s'y adapte. Et pour qu'on s'y adapte, il faut être inventif, il faut être créatif. C'est ce que nous sommes en train de vouloir faire. Alors, on ne va pas dessiner le diable sur le mur, mais si le 1er juin, la situation du coronavirus est maîtrisée, il n'y a pas de souci. Mais si ça empire, on va toujours à l'école? Le chef de l'État décidera. Ce n'est pas le ministre qui décide sur le système scolaire. Il suit les instructions qui lui sont données par le président de la République via le Premier ministre qui nous Est-ce qu'on peut dire que toutes ces situations-là sont sur la table? 24 heures sur 24. Monsieur le ministre Laurent Serge Toundingwa, professeur Laurent Serge Toundingwa, ministre de l'Éducation de base, vous étiez l'invité d'Actualité Hebdo ce dimanche et merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie pour tous ces éclairages que les Camerounais, je suis sûr, ont écouté et apprécié. On l'espère et on croise les doigts pour que le 1er juin, effectivement, l'école reprenne droit de cité au Cameroun. Madame, Monsieur, Actualité Hebdo s'achève. Merci de votre aimable attention. Autant que faire se peut, restez chez vous. Prenez soin de vous, prenons soin de nous. Bonne soirée, bon dimanche, bonne semaine et également bonne fête pour ceux qui font la fête de fin du Ramadan. Allez, à dimanche prochain.